Bonjour, aujourd'hui on décortique le grand virage stratégique d'OpenAI vers le secteur de la santé, avec le lancement de ChatGPT Health. C'est une analyse pour vraiment comprendre les enjeux d'une initiative pareille. Alors, pour commencer, un chiffre qui est juste vertigineux. 230 millions. C'est le nombre d'utilisateurs qui, chaque semaine, posent déjà des questions de santé à la version grand public de ChatGPT. En fait, ce comportement massif a transformé l'outil en une sorte de médecin non officiel et surtout complètement non régulé. C'est une réalité qu'OpenAI ne pouvait tout simplement plus ignorer. On se retrouve donc face à un problème fondamental. Une IA généraliste est utilisée en masse pour des questions de santé, qui sont par nature extrêmement sensibles. Et là, évidemment, le risque est énorme. Utiliser un outil bon à tout faire pour des questions médicales pointues, ça expose à de vrais dangers. Ce qui a poussé OpenAI à devoir créer une solution bien spécifique. Alors, face à ça, quelle est la réponse d'OpenAI? Voyons un peu la solution qu'ils ont bâtie sur mesure pour encadrer cet usage, qui de toute façon était déjà là. Et là voilà, cette solution, ChatGPT Health. C'est une interface qui sera lancée le 7 janvier 2026, entièrement dédiée et sécurisée, pensée spécifiquement pour les questions de santé et pour rassembler les données. Mais concrètement, ça va servir à quoi? Eh bien, il faut vraiment le voir comme un assistant. Il est là pour aider à déchiffrer des résultats de laboratoire, à mieux préparer un rendez-vous chez le médecin, ou même à regrouper les infos des dossiers médicaux et des applications de bien-être. C'est bien en soutien, attention, pas un remplaçant pour le médecin. On en arrive à la question cruciale, celle que tout le monde se pose, la protection des données. Comment un outil pareil peut-il gérer des informations aussi personnelles, aussi sensibles, en toute sécurité? Alors pour ça, leurs architectures techniques reposent sur 3 grands piliers. D'abord, l'isolation. Les conversations médicales sont dans une sorte de boîte sécurisée, totalement à part. Ensuite, l'intégration directe avec les dossiers de santé officiels. Et enfin, le point le plus important, la garantie que ces données personnelles ne seront jamais, mais alors jamais, utilisées pour entraîner leur modèle. Évidemment, pour réussir cette connexion aux dossiers médicaux, OpenAI ne pouvait pas faire ça tout seul. Ils se sont donc associés à un partenaire stratégique, Bitwell Connected Health, qui est un spécialiste de l'interopérabilité des données de santé. Et la petite magie derrière tout ça, la technologie qui rend cette communication possible, c'est une norme qui s'appelle FHIR. Il faut l'imaginer comme une sorte de traducteur universel hyper sécurisé qui permet à des systèmes très différents, un hôpital, Apple Santé, MyFitnessPal, de se parler sans problème. Mais bon, la technique, ça ne fait pas tout, surtout en médecine. Il faut aussi un filet de sécurité humain pour s'assurer que l'IA ne déraille pas. Et ça nous ramène à la question de fond. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une intelligence artificielle avec des informations aussi personnelles? La réponse d'OpenAI à ce défi, elle tient en un mot, HealthBench. C'est leur protocole de vérification clinique et de contrôle qualité. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, c'est l'échelle humaine du projet. On ne parle pas juste d'algorithmes, non, on parle de plus de 260 médecins, des experts en chair et en os qui collaborent pour entraîner et vérifier l'IA. Et attention, ce n'est pas juste une poignée d'experts dans la Silicon Valley. Ce réseau, il est mondial. Il couvre 60 pays différents, ce qui est crucial pour éviter que l'IA ait une vision de la médecine trop centrée sur un seul pays. Et le fruit de tout ce travail, c'est juste colossal. On parle de plus de 600 000 retours et corrections de la part de ces cliniciens. C'est un processus d'affinage constant pour s'assurer que les réponses sont justes. En fait, la mission de HealthBench est très claire. Le but, c'est que les réponses de l'IA collent aux standards médicaux internationaux. Point. Il ne s'agit pas de remplacer les docteurs, c'est un outil d'aide, rien de plus. Ok, maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que ce lancement, il ne sort pas nulle part. Il s'inscrit dans une course effrénée à l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et quand on regarde le jeu des grands acteurs, on voit bien que les stratégies sont très différentes. D'un côté, OpenAI y va franco, un assistant spécialisé, un abonnement, et on s'adresse directement aux utilisateurs. De l'autre, des géants comme Google, avec MedPalm 2, ou Apple, jouent une carte plus subtile. Ils intègrent leurs IA au cœur de leurs écosystèmes, dans leurs appareils et services. Mais attention, le déploiement mondial est loin d'être simple. Pour l'instant, c'est beaucoup plus compliqué, en Europe ou au Royaume-Uni. Pourquoi? À cause de réglementations très strictes sur les données, comme le RGPD ou le fameux AI Act. Donc, pour résumer, la stratégie commerciale derrière tout ça, elle est limpide. On prend un usage qui existe déjà, qui est un peu sauvage, on le structure, on le sécurise et on le transforme en un service payant. C'est une nouvelle source de revenus potentiellement énorme.
On termine donc avec la question qui va sans doute nous occuper pendant des années. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un outil révolutionnaire qui va redonner du pouvoir aux patients, ou est-ce qu'on ouvre une nouvelle boîte de Pandore pour la confidentialité de nos données les plus intimes? Le débat, lui, ne fait que commencer.